Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, épisode 262. Nous sommes le mardi 20 janvier 2026. Il est 18h34 en France métropolitaine. Et je suis très heureux de retrouver Élie Abitbol. Salut Élie. Bonsoir Benjamin et bonsoir à tous. Ravi d'être là. Et oui, vous tous qui êtes les fidèles d'iWeek, la semaine Apple, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Je m'adresse particulièrement à nos soutiens Patreon. Vous le savez, c'est l'un de vos avantages. Vous avez accès à l'enregistrement de chaque épisode en streaming. Et je vois que vous commencez à vous connecter, vous les super fidèles d'iWeek. Isabelle, Phoenix Revenge notamment sont là dans le chat, nous souhaitent une bonne année puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion effectivement de se croiser. Eh bien, meilleurs vœux aussi à vous deux et aux autres. Vous êtes les bienvenus et pour faire comme Isabelle et comme Phoenix Revenge, nous soutenir, participer à iWeek, réagir dans le chat et puis pourquoi pas intervenir en visio puisque c'est aussi une possibilité que vous avez grâce à un lien spécial que on vous envoie chaque semaine. Eh bien, allez sur patreon.com/iWeek, soutenez-nous et faites en sorte que l'aventure iWeek continue et soit encore plus intense et intensive pour nous tous. Un grand merci d'avance à nos soutiens. Alors, Élie, c'est une semaine, on le disait juste avant de commencer, relativement calme. Le calme, peut-être, avant la tempête. Ce sera notre premier sujet dans un instant. On en fait l'événement de la semaine. Est-ce que les MacBook Pro, M5 Pro, M5 Max sont pour dans 8 jours? On parle du 28 janvier. On va y revenir et on va revenir sur ce que c'est MacBook Pro moyen haut de gamme de nouvelle génération pourrait apporter. Avant ça, dans quelques instants, un retour sur l'iPhone Fold, puisque on a de nouveaux détails, indiscrétions, rumeurs sur les specs, les caractéristiques de ce futur iPhone pliant. Et puis dans la deuxième partie de cet épisode, après le JT de la semaine, on reviendra sur sorte d'excitation, d'emballement autour de l'avenir du Dynamic Island, cette petite ouverture dans le haut de notre écran. Certains disent qu'elle va disparaître, d'autres qu'elle va se retrouver sur la gauche des iPhone 18 Pro. On va en discuter tout à l'heure, Élie, si tu veux bien. Tout de suite, le retour sur... c'est la suite en fait de la discussion à la dernière en date, parce qu'on en a déjà souvent parlé de cet iPhone Fold, iPhone pliant. Discussion autour des caractéristiques. Alors, on n'est pas on est dans la rumeur, mais on va dire qu'elle vient quand même de quelqu'un de particulier, cette rumeur, puisqu'elle vient d'un analyste qui est relativement connu, y compris chez Apple. Il s'agit de Jeff Pu. Alors, il a un historique assez moyen, on va dire. Oui, certaines de ces infos sont révélées exactes, d'autres complètement à côté de la plaque. Et ces dernières heures, il est sorti du bois, comme de temps en temps, avec un tableau de caractéristiques pour les 3 modèles d'iPhone qui devraient être annoncés au mois de septembre, c'est-à-dire l'iPhone 18 Pro, le Pro Max et le Fold. Je sais pas si tu as vu ce tableau, Élie. Ouais. Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui te surprennent ou auxquelles tu ne t'attendais pas? On va les détailler, évidemment. À vrai dire, non, mais il y a des petites précisions. Il y a pas de caractéristiques incroyables. En plus, c'est un petit tableau. Il n'est pas si... Mais bon, il a le mérite de résumer ce que va être la gamme en septembre 2026. Ouais. Alors, on va s'intéresser aux caractéristiques communes déjà entre ces 3 prochains modèles d'iPhone. Selon Jeff Pu, vraiment c'est important de le préciser, ce sera le même processeur sur les 3. Oui, un A20 Pro. Voilà. En technologie en 2 nanomètres. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais, ça effectivement, ce sera une nouvelle génération de processeurs. La mémoire embarquée, pareil, identique, 12 Go de DRAM, de la LPD5. Oui.
La caméra avant, la caméra à selfie, comme on l'appelle souvent, pareil, Ah oui, identique. oui. Quasiment, quasiment. Il y a un petit détail, mais comme on ne sait pas ce que c'est, on peut pas. C'est une 18 mégapixels Ouais. dans tous les cas. Le 18 Pro et le 18 Pro Max ont une caractéristique qui est 6P. Je ne sais pas ce que c'est, parce que 6PO, je savais, mais ça c'était Star Wars, mais 6P, je ne sais pas. Mais voilà. Et le Fold, puisque c'est de lui qu'on parle principalement, même si on le compare, ben, il a une caméra de 18 mégapixels quand il est plié et une caméra de 18 mégapixels lorsqu'il est déplié. Donc en fait, il en a deux. C'est ça. Absolument. Donc ça, c'était pour la caméra avant, la caméra Oui, selfie. Pour les caméras arrière, on est sur du 48 mégapixels sur les 3 modèles. ou absolument, absolument. Et avec encore une fois des petites différences dans des termes que peut-être lui qui est très dans cette partie-là doit comprendre, mais peut-être que s'il y a quelqu'un dans le chat qui comprend, il va nous le préciser, parce que c'est du 48 mégapixels 7P au lieu de 6P. Alors là, bon, c'est peut-être qu'il y a un truc en plus, mais dans les modèles Pro et Pro Max, il y a marqué VA. Alors VA, ça veut dire va, mais va où? On ne sait pas où on va, Non, justement. c'est vrai, c'est des acronymes. Alors on essayait de les déchiffrer. Si vous avez une lueur euh, d'infos, ou si vous avez une idée de à quoi ça fait référence, si un truc vous vient, une idée de génie, dites-le nous dans le chat. Donc 48 MP 7P VA pour le Pro et le Pro Max. Pour le Fold, c'est juste du 48 mégapixels. Sur le Pro et le Pro Max, on a donc cet objectif périscopique, hein, qui permet de gagner du facteur de zoom optique, hein, dans une épaisseur minimale. C'est une techno qu'on avait vu apparaître sur des smartphones Android et qui est arrivée sur d'abord l'iPhone Pro Max et qui donc maintenant sera aussi sur l'iPhone 18 Pro selon Jeff Pu. Un point de différenciation maintenant, Ellie, la partie biométrique. Alors, on en reparlera tout à l'heure, hein, de ce fameux Dynamic Island qui serait plus petit, qui va peut-être bouger. Hein, j'en suis pas convaincu, mais on en discutera tout à l'heure. En tout cas, évidemment, on restera sur du Face ID sur les iPhone 18 Pro et Pro Max. En revanche, pas sur l'iPhone Fold a priori. Non, puisque en fait, c'est impossible à installer aujourd'hui sur un iPhone Fold vu les caractéristiques, vu l'épaisseur, vu la façon dont il va fonctionner. Et donc, depuis le début, les infos ont fait penché et ça semble se confirmer, être quasiment une certitude sur le fait que ce sera du Touch ID. Et on en a déjà parlé et moi j'avais déjà dit que ça ne me dérangeait pas du tout. J'ai l'habitude de l'utiliser sur mon iPad et franchement ça ne me dérange pas. C'est une Voilà, habitude à c'est sur le prendre. bouton Oui, de de power. mise sous tension. Hein, ouais, Absolument. ouais. Voilà, donc l'essentiel de ces caractéristiques avec un modem C2, donc la deuxième génération du modem Apple. Il nous reste les écrans 6 pouces 3 sur le 18 Pro, 6 pouces 9 sur le 18 Pro Max. Oui. Et pour le Fold, on serait sur du 5 pouces 3. Donc quand il est fermé, Oui. et du 7 pouces 8 Quand il est. quand il est déplié. Voilà. Oui, absolument. Bon, après, il reste le revêtement qui semble rester en aluminium pour le 18 Pro et le 18 Pro Max, qui moi me déçoit un peu parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je trouve que le 17 est moins solide que le 16 et que l'aluminium a tendance à se rayer ou à se décolorer dans certains cas. On a vu Ouais. ces choses-là, mais en tout cas, il est vrai, moi qui prends un soin maniaque de mes produits, ben, le mien s'est rayé enfin, il y a une petite encoche au bout de 2 jours. Et c'était la première semaine d'utilisation, hein, et franchement, ça m'a un peu déçu parce que ça ne passe pas sous garantie, ce genre de choses. Donc, bah oui. donc de l'aluminium. Par contre, le Fold aurait un mélange
en titane et aluminium. On ne sait pas quelle est la partie. On sait que la partie, comment ça s'appelle, qui gère le pliage, là, la charnière. La charnière, ouais. La charnière aura un mélange entre titane et liquide métal. Donc ça, c'est une des rumeurs qui est sortie. Donc liquide métal qui n'a été utilisé jusqu'à maintenant que sur le petit appareil qui permet d'enlever une carte SIM. Je sais plus comment ça s'appelle, ça, ce machin qu'on pousse. Voilà. Le trombone, le tiroir. Le trombone, exactement, merci. Le trombone est le seul appareil qu'Apple a fait à ce jour fonctionnant sous liquide métal, qui est en fait un brevet Apple. Donc, technologie qui est utilisée pour des choses pas très techniques, mais là, il semblerait que il y aura un mélange là-dedans. Et peut-être la chose la plus surprenante dans tout ce tableau, c'est la date, parce que Jeff Pu s'avance, alors que nous, généralement, on discute de ça plutôt au mois de juin, et encore, on n'est pas sûr, voire dans l'épisode de rentrée de fin août, début septembre, et on n'est pas sûr. Et lui, il annonce comme ça, un an avant, ça sera le 26 septembre. Allez, vas-y. Donc bon, ok. Ça, c'est la date de disponibilité. Non, c'est pas 20 septembre, c'est septembre 26. C'est septembre 2026, c'est ça qui est dans le tableau. Pardon. Ouais, moi, je lis 26 septembre, je me dis, mais comment il le sait? Non, bon, pardon. Voilà, tu vois, on cherche là tellement de détails que on se perd dans le détail. Pardon. Oui, j'ai failli faire la même erreur que toi, je te rassure, avant de me reprendre, finalement. En tout cas, Isabelle, dans le chat, a une tentative d'explication pour le 7P. Alors, j'y pensais tout à l'heure, mais j'arrivais pas à faire la traduction du P. 7 indiquerait le nombre de lentilles. Voilà. P voudrait dire Plastic Lens Elements, selon ChatGPT. Donc, Isabelle a consulté pour nous. C'est tout à fait possible. Hein. Et VA, alors ça j'aurais pu le deviner. Aperture variable, encore plus logique, parce que ça, on en a entendu parler. Comme ouverture, une des nouveautés de la partie photo. Ça veut dire qu'on pourrait vraiment jouer sur le diaphragme comme sur un réflexe, quoi. Absolument. Ce qui serait vraiment une avancée majeure dans un iPhone. Merci Isabelle pour ce coup de main. Voilà pour ce retour sur. Évidemment, on va continuer de suivre les rumeurs autour de cet iPhone Fold. L'une des grosses rumeurs qui va forcément un peu bouger, ça va être le prix. Mais on a encore un peu de temps d'ici au mois de septembre. On a 9 mois devant nous. Donc bon courage pour tenir jusque-là si vous êtes impatient comme nous de découvrir cet iPhone Fold, on va dire officiellement. L'événement de la semaine, Ellie, dans iWeek, c'est le compte à rebours, alors à beaucoup plus court terme, et peut-être le début d'un frémissement autour des nouveaux MacBook Pro M5 Pro, M5 Max, autrement dit les modèles moyens et haut de gamme, qu'on attend depuis l'annonce du MacBook Pro M5 tout court, alors qui est un peu le modèle de départ, mais qui est pas le plus enthousiasmant de la gamme. C'est M5 Pro, M5 Max, il reste à être annoncé. On a hâte de découvrir ces nouveaux portables. On se disait la semaine dernière que ça pourrait peut-être intervenir au moment de la disponibilité de la nouvelle suite créative, l'Apple Creator Studio qui comprend notamment Final Cut Pro sur abonnement désormais. Cette sortie, elle est prévue donc le 28 janvier, mercredi prochain, enfin mercredi dans 8 jours pour être précis. Et il se trouve que les stocks de MacBook Pro, alors pas tellement avec processeur M4 Pro, mais avec processeur M4 Max en tout cas, sont très bas, puisque si on essaye de faire une commande à cet instant, et je suis sur le site d'Apple, eh bien on a une livraison au plus tôt le 4 février, alors que les autres modèles, eux, sont encore en stock. Est-ce que tu vois un signe, Ellie, que l'annonce de ces nouveaux MacBook Pro approche? Oui, et en plus, les remontées que j'ai, moi, par le terrain, c'est-à-dire par les revendeurs Apple, disent la même chose. C'est-à-dire que les produits sont difficiles à avoir et les commandes sont reportées d'au moins 15 jours, et puis sur certains modèles, même au-delà. Donc, c'est pour ça que le 28, en fait, 8 jours, je suis pas sûr, mais sous 15 jours, oui.
Parce que le 28, pourquoi est venue cette date du 28? C'est à cause de la sortie de la suite Apple. Hein. Ils ont dit, et si Apple faisait d'une pierre deux coups? Mais ils sont pas obligés. Hein. Donc, ce qui est sûr, c'est que les stocks sont au plus bas. Ce qui est étonnant, c'est que ça voudrait dire que les processeurs Pro, peut-être Max, sont achevés et disponibles, alors qu'on a vu cette fois-ci aucun Geekbench, aucune fuite sur les résultats en monocœur et multicœur qui normalement précèdent d'une façon un peu discrète les annonces, et que la logique aurait voulu qu'ils commencent l'année en annonçant les MacBook Air M5 avec des processeurs M5 qui sont déjà disponibles et que les modèles Pro arrivent au printemps. Ça, c'était la logique. Maintenant, les rumeurs et les stocks tendraient à dire que l'annonce pourrait arriver bientôt. Encore une fois, si les processeurs sont prêts. Tout dépend des processeurs, ça dépend pas de la suite logicielle. Hein. S'ils en ont suffisamment, il n'y a pas de problème, ça sort. Et donc, mais il n'y a pas eu de test, ils ont été très discrets dans ce cas-là. Ouais. Alors, je précise ce que je viens de vous dire à propos de l'Apple Store en France. Les modèles M4 Pro sont aussi concernés par, on va dire, sans doute ces stocks au plus bas, puisque le 14 et le 16 pouces intermédiaire en M4 Pro sont eux aussi renvoyés au 4 février au plus tôt. Le seul qui est disponible immédiatement, c'est le MacBook Pro 16 pouces M4 Pro de base, c'est-à-dire 14 cœurs CPU, 20 cœurs GPU et 24 Go de mémoire unifiée. C'est le seul en M4 Pro qu'on peut avoir après-demain si on le commande maintenant. En revanche, tous les autres sont livrables uniquement au plus tôt le 4 ou le 5 février. Bon, on était déjà en train de se dire qu'il pourrait y avoir un lancement le 28 janvier. Ça tend quand même à confirmer qu'il va peut-être se passer quelque chose. Après, on sait qu'il y a toujours 8 à 10 jours de délai de dispo, donc on serait bien sur les 15-20 jours dont tu parles, Elie. Ben oui et non, parce que généralement quand Apple annonce du hardware comme ça, la dispo est faite pour le mardi suivant, quoi. Les 10 jours, c'est quand il y a un iPhone et qu'il y a annonce, commande le vendredi fin de semaine et disponibilité le vendredi d'après. Ouais. Dans le cas de sortie de MacBook Pro en particulier, des fois il y avait des annonces le mercredi et la disponibilité pour le mardi. Donc c'est les commandes étant immédiatement passables, alors que sur l'iPhone ils se gardent 3 jours pendant lesquels ils ne prennent pas de commandes, le store n'est pas ouvert et tout ça. Donc c'est pas sûr, mais en tout cas que le délai soit de 8 jours ou de 10 jours ou de 12 jours, bon, à partir du moment où ça arrive, ça va arriver. Donc, l'important, c'est savoir quand est-ce qu'ils vont l'annoncer, comment ils vont l'annoncer. Keynote, non. Communiqué de presse, probable. Avec vidéo ou pas, présentant le processeur. Parce que s'ils se contentent de nous faire un communiqué de presse sous forme de texte, avec des prix et des caractéristiques, mais qu'on n'a pas droit à la belle vidéo qui va nous vanter les avantages incomparables de la version M5 Pro et M5 Max, alors là, on va être déçus. Hein. Donc, on ne sait pas. Ouais. En tout cas, aux US, je viens de le voir, c'est pas le 4 février, mais le 13 février au plus tôt que les modèles à processeur Pro ou Max seront dispo. Donc, c'est pour ça que je disais, pas sûr que ça soit si rapide que ça. Ouais. Bon, en tout cas, c'est généralisé. Donc, il y a une situation claire à l'échelle mondiale, c'est qu'il y en a plus. Oui, donc, ils ont vidé les stocks. Ça veut sans doute dire qu'il y a du remplacement qui arrive, mais. Ah, mais ça, c'est clair. Mais par contre, que deviennent les MacBook Air? Est-ce qu'ils vont pas être annoncés? Ou est-ce qu'ils vont faire une grosse annonce Je suis d'accord, mais en général, il y a toujours presque 6 mois de décalage entre l'annonce des MacBook Air et des MacBook Pro. Oui, mais au début, en tout cas les M1, ils avaient commencé par les normaux et 6 mois après les Pro, et ça s'est inversé à un moment donné. C'est vrai. Donc
Donc, Tu penses que enfin, le MacBook Air et les MacBook Pro et Pro Max pourraient être annoncés le même jour? je crois pas. Je ne pense pas parce que le problème, encore une fois, dans la com d'Apple habituelle, c'est ne pas diluer le message. Donc, s'ils veulent parler de la gamme Pro et Max, ils vont parler de puissance. S'ils sortent en même temps des MacBook Air, même si les caractéristiques du processeur sont déjà connues, puisque c'est celui qui figure déjà dans le MacBook Pro actuel et dans le Vision Pro, les gens vont retenir le prix. Et donc, si le message c'est les gens vont se précipiter sur les disponibilités des MacBook Air parce qu'un M5 à un certain niveau de prix, ça peut être intéressant, ça va diluer ou l'intérêt des gens pour le Pro ou vice versa. Les gens vont regarder les Pros parce que c'est le haut de gamme et voilà. Oui, mais la situation elle est quand même complexe parce qu'on sait qu'Apple a besoin de sortir le MacBook Air M5. Oui, parce que c'est le gros des ventes. Voilà, c'est le gros des ventes et en même temps les stocks des MacBook Pro qui sont eux aussi attendus sont au plus bas. Donc moi pourquoi pas une annonce complète le même jour? Pourquoi pas? Sauf qu'Apple l'a jamais fait à ce jour, mais il est toujours temps de le faire. Donc ils peuvent faire une annonce comme ça. Mais ça voudrait dire aussi que le MacBook Air M5 sera petite annonce, un petit upgrade. C'est un peu comme le Vision Pro, c'est-à-dire un upgrade de processeur, mais aucune caractéristique particulièrement nouvelle, alors qu'à un moment donné, on entendait dire que peut-être qu'il y aurait la puce C1, que ces MacBook Air deviendraient mieux communicants, ou des choses comme ça, donc qui pourraient même faire de la communication par eSIM, ce qui leur donnerait une mobilité un peu partout. Mais ils pourraient se contenter de dire le MacBook Air, c'est celui que vous connaissez déjà, avec peut-être une nouvelle couleur et une puce M5, et voilà, boum. Bon, si le prix M5 Pro, baissait... M5 Max, c'est ça, ouais. non, là, c'est le MacBook Air. Ah, le MacBook Air, pardon, ok. Oui. Les Pros, encore une fois, ça va être un upgrade, mais comme les caractéristiques du M5 Pro et M5 Max risquent d'être très intéressantes, encore une fois, d'après les attentes, peu importe qu'il n'y ait pas de redesign, en même temps, les gens qui parlent de cette annonce disent dans la même phrase, vous savez qu'il y aura dans quelques mois, 6 mois après peut-être, en tout cas moins d'un an, des MacBook Pro avec un écran OLED et un processeur M6. Donc déjà, comme ils le disent dans la même phrase, s'ils veulent tuer l'annonce du M5, ils peuvent pas mieux faire. C'est pas Apple qui dit ça, ce sont les commentateurs. Apple ne tue rien. Non, c'est sûr. Voilà. Bon, en tout cas, les processeurs M5 Pro, M5 Max dans les nouveaux MacBook Pro, ils sont très attendus parce que certains l'ont fait d'ailleurs. Si on applique l'écart de performance sur la gamme M4 et qu'on l'adapte aux performances du M5, on atteint des scores impressionnants avec les potentiels nouveaux processeurs M5 Pro, M5 Max. C'est sûr. Et ce qui est sûr, c'est que ça tombe bien si les annonces se confirment, que la suite sorte, parce que c'est là où on va voir la vraie puissance de la suite Final Cut & Co. C'est sur ces machines-là qu'elle va vraiment être très très performante. Ouais, c'est pour ça. Dommage que le studio ne sorte pas en même temps du coup. Le studio. Le Mac Studio. Ah, le Mac Studio. Eh oui, tant qu'à faire. Mais pourquoi on n'est pas à l'abri, hein? Et l'écran, tant qu'à faire. Aussi, puisqu'ils sont pas. C'est une de nos rumeurs d'ailleurs. Oui, je sais, mais du coup, ça veut dire, attends, c'est pas une annonce. Du coup, ça serait la semaine un peu, une annonce par jour, comme ils nous ont fait déjà une fois, et renouvellement de toute la gamme dans la semaine. Boum. Oui, ce serait la keynote du Mac, et Apple le fait encore, régulièrement. Tu te souviens? Oui, mais tant de gammes différentes en même temps, pour moi, ça serait une première. Parce que en même temps, pourquoi pas l'iMac, puisqu'on a entendu parler de l'iMac M5. Bah oui. Alors là, je vais te dire, mais le Mac Mini alors? Eh bien, pourquoi pas? Là, il casse la boutique, là. Là, vraiment... Alors, on se souvient quand même que la dernière fois que c'était arrivé, Apple nous avait fait le coup de 3 mini keynote en vidéo sur 3 jours à la même heure. Oui, c'est pour ça. On n'est pas à l'abri, mais
punaise, dire là, les mecs qui suivent la technologie et tous ceux qui font les tests, leur carte bleue va exploser d'un coup. Hein. Ouais. Alors, il y a une bonne question d'Isabelle dans le chat. Elle dit, en même temps, quand on fait ces films sur un MacBook Air M5, à quoi bon un studio? Donc, Un à quoi MacBook bon avoir un M5, Mac mais pourquoi studio? elle a déjà un MacBook Air M5 et elle ne le dit pas? Non, je pense qu'elle se projette. Ah. C'est vrai que la puissance d'un MacBook Air M4, ça permet de faire du Final Cut déjà. Alors, je dirais plus des petits films de vacances quand même que de la grosse prod hollywoodienne, hein, mais hein? Il y a une chose qui est importante, c'est que dans un studio, la partie connectique, je ne parle pas du Mac Pro, hein, celui-là on l'a oublié complètement, mais sur un studio, la partie connectique est très très importante, donc ça permet de brancher plein de périphériques haut de gamme dont on a besoin pour faire ça. Ouais, mais on va dire que ce sur quoi Apple va insister avec le M5 Pro et le M5 Max, évidemment, c'est le gain de puissance. Ben oui. Hein, ils vont nous brancher le top du MacBook Pro avec 4 écrans 8K. Les nouveaux écrans, tu veux dire Bah oui, bien sûr. Les displays, ceux qui vont coûter un peu cher. Bah, ils seront pas donnés, c'est sûr. On aura une belle photo ou une belle vidéo avec le top du top de ce qu'on peut mettre dans un studio de production vidéo. L'avantage de faire tout comme ça, c'est que du coup, ces beaux écrans pourraient se connecter sur l'ensemble de la gamme, du plus petit au plus gros. C'est sûr. Et Isabelle ajoute dans le chat RIP Mac Pro. Bah ça, c'est clair. Ouais. C'est vrai qu'il y a assez peu de chances qu'on voit un Mac Pro, en tout cas. Oui. Parce que ça ne se justifie pas. Le seul intérêt du Mac Pro, ce sont les cartes qu'on peut brancher dans des slots. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a pas de carte sur le marché qui justifierait pour Apple de sortir une carte mère avec un processeur, va savoir lequel, à un prix, enfin le prix, si, ça on le connaît, hein, à un prix prohibitif, juste pour mettre des cartes qui n'existent pas aujourd'hui. Donc... Bon, bah en tout cas, moi j'attends d'être la semaine prochaine avec pas mal d'impatience parce que les événements consacrés au Mac, alors celui-là est pas confirmé évidemment, on est juste dans de la projection et de la rumeur, mais j'aimerais bien que ce soit la semaine prochaine et qu'il y ait une grosse série d'annonces comme on ose l'espérer, mais voilà, si on pouvait avoir à la fois les MacBook Pro manquants avec du Pro et du Max en processeur, du MacBook Air M5, de l'iMac, du Mac Mini et pourquoi pas le Mac Studio mis à jour avec les nouveaux écrans, bah moi je serais très content. D'autant que les rumeurs autour de ce nouveau Studio Display, Ellie, c'est la première news de notre JT de la semaine. Et tu as vu avec quelle virtuosité je passe. Alors là, à la suite. Trop fort. Alors, qu'est-ce qui pourrait avoir de différent ce nouveau Studio Display, sachant qu'on a quand même beaucoup critiqué le premier modèle qu'on trouvait très cher pour ce qu'il était, même si on enviait ceux qui, comme François, l'ont acheté et par deux en plus. Mais François, il est dans l'enseignement, il a des moyens. Oui, c'est ça. Il en a besoin en plus pour son travail. Donc mars 2022, c'était l'annonce du premier Studio Display. On est sans doute à une encablure de la deuxième génération. Alors, il a un nom de code, hein, c'est A3350. Oui. Qu'est-ce qui pourrait faire ces caractéristiques, Ellie? Qu'est-ce qui pourrait donner envie? Si baisser le prix, ça donnerait envie parce que le Studio Display première génération, à part qu'il était beaucoup plus cher que la concurrence, à type d'écran comparable, hein, il avait des choses en plus. Il avait un des plus beaux systèmes sonores d'un moniteur vidéo, enfin d'un moniteur standard d'ordinateur. Ils avaient réussi à faire un système avec des haut-parleurs, avec de l'écho à l'intérieur de l'écran, parce qu'ils avaient de la place évidemment. Et le son, moi je l'ai utilisé plein de fois en showroom pour des démos, etc. J'en ai jamais eu un à la maison, mais le son était totalement spectaculaire. C'était d'ailleurs la caractéristique la plus, pour moi, la plus différenciante de ce moniteur-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut faire de nouveau?
quand même. 6 haut-parleurs avec audio C'est ça. spatial. Oui, oui, Ouais. absolument. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme chose différenciante? Ben, ils peuvent faire du promotion. Maintenant qu'ils savent le faire à 120 Hz, comme on fait sur un iPhone. Donc, en fait, pour un moniteur comme ça, avoir une fluidité dans l'image, surtout utilisée avec la suite Final Cut, ça serait bien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire dans un moniteur vidéo, lui rajouter des choses importantes aussi pour ceux qui font du montage vidéo et qui ne veulent pas passer par un écran externe pour juste faire le monitoring de l'image, qui serait de lui rajouter du HDR, mais soit du HDR simple, soit aussi du Dolby Vision. Et pourquoi pas, si Apple voulait vraiment se différencier, dire et en plus nous avons le premier écran au monde compatible Dolby Vision 2 qui a dû être présenté au CES puisque à part l'IFA, c'est au CES qu'on devait le voir. Moi, je l'ai pas vu, mais toi, tu as dû le voir. Je l'ai aperçu, j'ai vu passer comme ça. Voilà, bon, et cas, donc l'autre chose, dernière caractéristique, pardon, c'est qu'il pourrait profiter pour lui mettre une puce, puisque déjà le premier en avait une puce un peu plus puissante. Ouais, c'était du A13 Bionic sur le premier. On pourrait se retrouver avec du A19 dans le nouveau Studio Display. Ce qui serait étonnant, parce que tu vois, autant l'Apple TV qui a vraiment besoin, puisque là, en fait, on fait du transcodage sonore, du transcodage vidéo, etc. On lui prédit une puce A17, et là, l'écran d'affichage aurait une A19 qui est la puce actuelle, hein, puisque la A20, c'est celle qui arrive l'année prochaine. Mais là, la A19, c'est la puce qu'on a aujourd'hui. Donc, ça serait énorme pour un moniteur vidéo. Hein. Ouais, alors, vous demandez peut-être à quoi ça sert d'avoir un processeur A dans un moniteur. Par exemple, c'est lui qui gère le cadre centré, hein, n'est-ce pas, Ellie? Oui, bien sûr. C'est lui qui sert aussi, enfin qui gère l'audio spatial et puis la réactivité de Siri, voilà. Même autant que Siri soit réactif en tout cas. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont réussi à mettre un OS, puisqu'il y avait eu à un moment donné un projet, ils avaient trouvé ça dans un écran, ils arrivaient à faire booter, je crois que c'était iPadOS. Mais donc, ce qui est assez étonnant d'avoir en fait un OS d'iPad dans un écran. Ça serait un iPad du coup de 27 pouces, c'est pas mal. Hein. Ouais. Bon, l'essentiel des caractéristiques devrait quand même rester, c'est-à-dire on resterait sur du 27 pouces, on resterait en 5K, on resterait sur un cadre en aluminium, on resterait sur une caméra 12 millions de pixels ultra grand angle, on garderait le cadre centré, on garderait les 6 haut-parleurs et l'audio spatial, on garderait la connectivité USB-C et Thunderbolt. Mais c'est vrai que l'un des points sur lequel il est très attendu, c'est, on va dire, le bond en termes de passage du SDR au HDR, et puis aussi la luminosité. Hein, il était cantonné à 600 nits. Oui, ce qui était très peu, oui. C'était vraiment très peu, et quand même le doublement de du rafraîchissement de 60 à 120 Hz, ce serait vraiment un point très intéressant. Au niveau du prix, tu indiquais que le prix était particulièrement élevé, notamment par rapport à la concurrence. Bon, c'est 1749 € hein, aujourd'hui encore, le Studio Display première génération. C'est vrai qu'on espère une baisse du prix. Je sais pas si c'est envisageable. Alors, le rapport euro-dollar est plutôt plus favorable en ce moment. Est-ce qu'on pourrait passer sous les 1500 €? Ce serait quand même essentiel, non? Je n'y crois pas, mais ça serait le rêve. Ouais, ça en ferait quand même toujours un moniteur particulièrement cher par rapport à la concurrence. Hein. D'ailleurs, dans la base de données chinoise, grâce à laquelle on a eu ces caractéristiques-là, il est défini comme un écran, un display haut de gamme. Donc quand ils te disent déjà haut de gamme au départ, tu te dis bon, ça y est, sors le plan épargne. Mais bon, il y a un truc aussi puisqu'ils essayent de répondre au bout de tellement d'années, au niveau, je sais pas si tu te rappelles, mais la caméra vidéo, celle qui fait du 4 centré, avait été très critiquée parce que la résolution n'était pas fabuleuse et la qualité de l'image n'était pas
fabuleuse. Moi, j'ai pas eu de problème avec. Et il y avait eu d'ailleurs des problèmes dans les premières versions. Il y avait eu des mises à jour logicielles qui avaient réglé, mais l'image était pas piquée, elle était parfois même un peu floue, pas fluide, etc. Et là, il parle de lui mettre une caméra 12 mégapixels, ce qui est pas difficile puisque aujourd'hui les téléphones savent le faire, etc. Mais c'est vraiment là un bond en avant. C'est comme s'il sautait dans l'hyperespace, hein, parce que passer grosso modo du 1080p à du 12 mégapixels, là on est... Bon, c'est pas pour ça que je vais l'acheter, hein, mais j'ai trop de choses à acheter cette année, je peux pas, je peux pas. Ouais. Je peux pas. Bon, deuxième news, Ellie, cette semaine, alors c'est presque drôle parce que on a enfin une confirmation qu'il a bien existé un projet de voiture autonome chez Apple. On l'a tous surnommé Apple Car pendant des années. Mais cette confirmation, elle vient pas d'Apple, elle vient du cofondateur d'Airbnb, en fait, qui a fait une gaffe en se réjouissant de l'arrivée comme CTO, comme directeur technique chez Airbnb, d'un transfuge de chez Apple, à savoir Ahmad Al-Daleh, qui de 2014 à 2021 a travaillé chez Apple sur le projet de voiture autonome. C'est Oui. Brian Chesky qui l'a écrit en se réjouissant de l'arrivée de cette nouvelle recrue chez Airbnb. Oui, mais je me suis évidemment prédit, ça y est, enfin on va avoir des détails sur l'Apple Car, mais pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il s'est réjoui qu'il travaillait chez Apple et que dans son CV, puisque même si il signe des NDA, il a quand même le droit de mettre des petites choses, il était marqué qu'il a travaillé dans les Autonomous System Software. Donc, ça ne nous dit pas grand-chose sur l'Apple Car, à part si on veut parler de conduite autonome, ce qui était une des possibilités que moi j'ai défendu. J'ai dit plutôt que de fabriquer une voiture, autant fabriquer un système de pilotage automatique piloté par une IA qu'on revend au reste des constructeurs, comme a fait Apple avec CarPlay, qu'ils ont vendu pratiquement à tout le monde, sauf à Tesla pour le moment, même s'ils ont annoncé qu'ils l'auraient en 2026. Hein. Ce qui fait que là, tout le monde l'aura. Ça y est, Tesla va l'avoir, donc c'est bon, tout le monde va l'avoir. Mais, donc, moi, je pensais que c'était ça qui était le plus important dans le projet Titan. Maintenant, ça ne les a pas empêchés de travailler sur, puisqu'on a eu les différentes rumeurs, sur des trains de roulement, sur des amortisseurs et sur d'autres choses, parce que tant qu'à faire, ils ont voulu s'amuser. Mais là, ça ne nous dit pas beaucoup plus de choses que ça. Hein. Donc, il a travaillé dans ce projet Titan. Très bien. Voilà. Bon, c'est un clin d'œil, ça changera pas la face du monde, évidemment, ça ne changera pas ce qu'Apple ne nous dira jamais, puisque le projet n'a jamais été confirmé officiellement. Mais il y a bien des gens qui ont travaillé, qui vont en parler un jour. Voilà, qui ont travaillé pendant des années, et alors, peut-être pas pour rien, parce que tout ça va servir forcément un jour. Forcément, un jour, le projet soit ressortira, soit les technos seront utilisés pour autre chose. Mais voilà, c'était assez savoureux que cette confirmation, d'une certaine manière, vienne d'une autre entreprise, et en l'occurrence du cofondateur d'Airbnb. On reparle d'un deuxième modèle, en tout cas d'un update de l'iPhone Air cette année, alors que les dernières indications face au non-succès de l'iPhone Air indiquaient plutôt qu'il y aurait un iPhone Air 2 l'année prochaine. Non, en fait, il y aurait effectivement un refresh dans le courant de l'année. Ellie, alors c'est sur foi d'un leaker chinois connu sous le nom de Fixed Focus Digital. Voilà, selon lui, il y aura donc un petit dépoussiérage de l'iPhone Air dans le courant de l'année. Mais Mark Gurman a dit non. Hein. Ils se contredisent, hein, ils sont... Je sais. Ça pourrait avoir lieu au moment de la keynote iPhone du mois de septembre. Pourquoi pas surtout, est-ce qu'il y aura une baisse du prix sur cette version updatée? Je ne pense pas. Donc, à mon avis, je pense que
comme la période est calme, les gens sortent des trucs des tiroirs, ils essayent d'obtenir du clic en sortant des choses comme ça. J'y crois pas. Moi, je pense que le R, ça sera en printemps 2027, parce que si Apple veut, et je pense qu'ils le veulent, aller à un rythme de 2 annonces par an, il faut bien qu'ils démarrent un jour. Hein. Donc, sinon, ils le feront jamais. Et 26, septembre 26, c'est la partie folle d'Apple joue tellement là-dedans qu'ils ont même simplifié en disant, mais de toute façon, il n'y aura pas d'iPhone 18, hein, on va garder les 17, peut-être pricés, hein, mais il n'y aura pas d'iPhone 18 cette année, et l'iPhone 18 pourrait arriver en 18, ou je sais pas comment ils vont l'appeler, pourrait arriver en 2027, qui est une année plus faible, entre guillemets, puisque les annonces se baseront plus sur l'iPhone des 20 ans qui occupera septembre, mais à côté de ça, pourquoi pas sortir quelque chose au printemps, et à ce moment-là, avoir carrément des produits plus entrée de gamme au printemps et des produits plus haut de gamme en septembre. Donc moi, ça serait une surprise, mais encore une fois, Apple aime pas mélanger les genres. Déjà, le fait qu'ils annoncent le Fold, presque les a obligés à enlever une partie de la gamme de façon en se disant, entre le Pro et le Fold, bon là on est dans le haut de gamme, hein. Là vraiment on est dans le haut de gamme, on peut parler de même processeur, on peut parler, et le message est pas trop dilué, parce qu'il y a les gens qui vont dire, le Fold de toute façon, ça ne m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse c'est les 3 appareils photo, qui en plus sont fortement améliorés avec de l'ouverture variable, ça c'est une grande première. Et les gens comme Mark Gurman qui vont dire, de toute façon je prendrai le Fold quoi qu'il se passe, parce que c'est le premier téléphone pliable d'Apple. Donc là c'est facile, le message, le choix, tu t'hésites pas beaucoup, soit tu veux de la qualité photo, soit tu veux un iPhone pliable. Donc pliable ou pliant, parce que s'il est pliable et qu'il n'est pas pliant, ça peut le casser. Bon, on va revenir sur une autre info dont on a déjà parlé plusieurs fois ici. Ellie, elle concerne OpenAI et la collaboration avec Johnny Ive, l'ancien vice-président du design chez Apple. On sait qu'il prépare le lancement d'une nouvelle famille d'objets IA qui vont exploiter ChatGPT. On ne sait toujours pas ce que sera le premier d'entre eux. Alors on parle beaucoup d'un appareil qui utilisera les modèles audio. Oui. Est-ce que ce seront des écouteurs façon AirPods? Est-ce que ce seront AirPods Pro? Est-ce que ce sera un stylo? Est-ce que ce sera un autre objet du quotidien? On le sait pas. En revanche, puisqu'il y a un certain flottement sur le retard, sur le moment où ce produit pourrait être annoncé et disponible, eh bien la patronne des affaires publiques d'OpenAI qui se trouve à Davos cette semaine, Chris Lehane, d'ailleurs c'est sans doute un homme, Chris Lehane a dit que voilà, il faudrait rester attentif dans la dernière partie de 2026. Oui. Donc, pas forcément de dispo cette année, mais sans doute une annonce avant la fin de l'année et enfin le secret, le mystère qui sera levé sur ce produit né de la collaboration entre OpenAI et Johnny Ive. Est-ce que tu es curieux de savoir ce que ce sera et ce qu'on pourra faire avec? Bien sûr, parce que d'abord, on est toujours curieux de voir un nouveau design de Johnny Ive. Qu'est-ce qu'il va être capable de nous sortir pour nous surprendre? Bon, maintenant, c'est un peu... Ils sont dans le cas, comme Apple avec le nouveau Siri qui va arriver, espérons-le. Ils travaillent sur le design, mais en même temps, OpenAI sont très en retard par rapport aux 2 autres, donc à savoir Gemini d'abord, Grok ensuite, dans la partie audio, feedback, et si leur produit révolutionnaire va être basé sur l'audio, ce qui semblerait être le cas, donc le premier, il faut que ChatGPT, d'ici là, se mette au niveau au moins des 2 autres sur la partie audio. Audio et feedback, en fait, la partie vocale.
Voilà. Donc, et pour l'instant, on verra. Hein, peut-être qu'ils travaillent, mais en ce moment, ils sont un tout petit peu, ils ont des soucis. C'est compliqué en ce moment. Ouais. Oui, c'est compliqué pour eux Ouais. parce que il y a ce procès qui va finir par arriver, mais pour l'instant, ils sont dans la phase qui s'appelle découverte aux États-Unis, où ils interrogent plein de gens, y compris des gens qui ont travaillé ou qui travaillent, et il semblerait que, et d'ailleurs ça nuit un peu à la partie boursière, donc aux actions d'OpenAI. Il semblerait que l'image de marque de Sam Altman soit un tout petit peu mise en question par un certain nombre de ses collaborateurs ou de ses ex-collaborateurs. Et que ça passionne beaucoup les Américains hein, en ce moment, cette histoire. Hein, donc, savoir, est-ce que c'est un génie? Est-ce que c'est un pirate? Est-ce qu'il a été honnête? C'est que les Américains, on en a parlé plein de fois ici dans l'émission, ils sont capables de pardonner des tas et des tas et des tas de choses. Je sais pas, tu as assassiné une famille avec une tronçonneuse, Oh bah non, t'es un non. bon avocat. Non, je plaisante, Non. je plaisante. Mais non, je plaisante. C'est quand je disais ça. Non, c'était parce que je cherchais un exemple extrême. Mais et c'est pas du tout le cas dans l'affaire où on parle. Hein. Mais il y a quelque chose que les Américains ne pardonnent pas, c'est le mensonge. Donc si Altman a menti, alors là, ça va être compliqué pour eux. C'est vrai. Écoute, je crois qu'on a fait le tour de nos petites news de la semaine. Ellie, c'est une semaine assez calme, hein, on le disait. Oui. Voilà. On aura, je suis sûr, davantage de choses à se mettre sous la dent la semaine prochaine. Tu veux bien qu'on passe à l'info de la semaine? Mais bien sûr. Eh bien, alors, oui. Allons-y. Alors, cette info, c'est pas une info, c'est plus une bataille de rumeurs au sujet de l'avenir du Dynamic Island et de Face ID. Alors, à travers l'écran, sous l'écran, avec un trou, sans trou, avec un trou au centre comme aujourd'hui, enfin un trou, une ouverture hein, plus exactement, au centre ou à gauche. Pourquoi est-ce que ce serait à gauche, Ellie? Parce que quelqu'un a sorti l'info, se basant sur apparemment des pièces détachées qui serviraient à la partie caméra et détection. Et il en a tiré les conclusions que c'était à gauche parce qu'il y a quelque chose qui se situe à gauche. Donc de cet ensemble de pièces. La personne qui a sorti en premier cette information, c'est un des leakers préférés d'une partie de l'équipe. Pas forcément positif quand je dis ça, c'est Jon Prosser. C'est le premier qui a sorti ça. Et il l'a sorti avec des vidéos. Il a montré cet ensemble de pièces avec les détecteurs, etc. Il a dit, voyez, il y a un truc à gauche. Et donc, c'est là que va être la caméra. Et il a fait un montage avec des rendus 3D, etc., comme il sait très bien le faire, parce que c'est quelqu'un qui a quand même quelques moyens dans son équipe de prod, etc. Et donc, ils ont sorti un truc que tout le monde a repris à un moment donné. Et puis après, il y a des voix un peu plus calmes qui ont dit, non, mais attendez. Vous partez sur une fausse base parce que vous ne savez pas à quoi correspondent ces pièces. Et ils ont dit, dans les iPhones actuels, il y a déjà quelque chose à gauche. Ce qui peut y avoir comme nouveauté, il n'y aura pas la caméra à gauche. Ce qui peut y avoir comme nouveauté, c'est que le fait, c'est qu'il y ait une partie qui soit sous l'écran. Et ça, c'est une grande nouvelle pour la gamme 18 Pro. C'est qu'il y aura quand même une toute petite encoche, mais il semblerait que la partie Face ID pourrait être faite sous l'écran. Ouais, est-ce qu'on parlait plutôt sous réserve de 2027, je crois, hein, 2026-2027 pour l'arrivée du. Elle finira par être sous l'écran un jour, peut-être. Moi, je sais pas. Mais il faut qu'ils aient des choses nouvelles pour le 18 aussi. Hein. Mais bon, en tout cas, ça ne va pas changer. Alors, ce qui est sûr, c'est que le Dynamic Island va être beaucoup plus petit. Plus petit. Je dis pas réduit à la taille d'un objectif, mais il sera plus petit. Ça ne change en fait rien du tout, à part l'esthétique quand tu projettes un film en plein écran et personne ne remarque qu'il y a un Dynamic Island à ce moment-là. Hein. Moi, de tous les iPhones que j'ai eus, quand je regarde un film, moi, ça me dérange pas. Ça dépend à qui tu poses la question. Fabrice, avec qui on en a parlé, et par exemple, ça le gêne beaucoup. Moi, ça m'a jamais dérangé. Mais moi non plus. Mais en tout cas, ce que j'ai vu dans certaines animations et même dans des discussions de développeurs, etc., c'est que le Dynamic Island pourrait être tout à fait réduit,
mais rien ne l'empêche de grandir quand on en a besoin. Quand il doit afficher quelque chose, une live activity, un résultat de foot, des choses comme ça, il pourrait reprendre la taille qu'il a aujourd'hui par rapport à l'écran. Mais quand il ne se passe rien, il pourrait être réduit si une partie des composants ne font plus partie de cette encoche et qui se retrouvent sous l'écran. Donc, ça pourrait être réduit à quelque chose de très petit qui est simplement l'illuminateur dont tu as besoin. Enfin, non, pardon, de la caméra qui, elle, pour l'instant, reste la caméra principale. Mais la partie Face ID pourrait être faite, c'est une hypothèse. Si on résume l'ensemble, parce qu'il y a quand même une dizaine de commentaires là-dessus, hein, mais si on essaye de faire la synthèse de ça, il y a une sorte de consensus sur le fait que la technologie pourrait passer derrière l'écran, mais que la caméra restera centrée. D'abord, la caméra au coin, ça serait très problématique, une caméra au coin, parce que quand tu prends l'iPhone pour prendre la photo, généralement, tu as une tendance à aller poser tes doigts quelque part, et donc et puis elle serait déséquilibrée, elle serait pas centrée, ça serait compliqué. C'est pas naturel de regarder dans le coin, on regarde plus au milieu. Bien sûr. Ouais. Donc c'est pour ça que cette partie-là, moi, je n'y crois pas. Ouais. Bon, la partie sous l'écran, qu'est-ce que t'en penses, Elie? Parce que là aussi, c'est une discussion que j'ai déjà eue notamment avec Fabrice. Personne n'a trouvé le moyen de mettre un capteur de reconnaissance faciale ou encore pire, un appareil photo, enfin vraiment une optique sous l'écran, sans que ça compromette la qualité. Enfin, c'est moins bon quand la caméra est sous l'écran. Les images, les photos sont moins bonnes. Oui, mais je pense que une chose, c'est la caméra que tu utilises pour faire des selfies. Donc cette caméra-là qui resterait, ça serait la seule chose qui resterait. Et une autre chose, c'est pour Face ID. Tu as moins besoin de qualité parce qu'en fait, tu ne vois pas. Il y a une analyse de 30 000 points. Et si Apple a trouvé un moyen de bypasser, en fait, ou de sortir cette reconnaissance en dessous de l'écran, par-dessous de l'écran, c'est possible qu'ils réussissent à le faire. De toute façon, s'ils ne le font pas cette année, ça sera pour l'an prochain. Mais ils y travaillent depuis longtemps. Ça aurait très bien pu sortir au niveau de l'iPhone 16 si la qualité avait été là. Maintenant, c'est pas parce que Samsung ne l'a pas sorti qu'Apple n'est pas capable de le sortir en premier. Ils sont régulièrement en pointe sur des technologies comme ça, même s'ils sont copiés très très vite. Moi, j'y crois. J'aimerais bien que ça soit dans le 18 Pro parce que ça donnerait, encore une fois, un avantage technologique à Apple et c'est bien qu'ils puissent garder ou récupérer leur place de numéro 1. Ils ont été dépassés un tout petit peu, ils ont repris leur avance et en fait, ils sont proches de... Oui, mais il y aura toujours un trou pour la caméra. Oui, un trou qui sera centré avec un petit Dynamic Island autour, qui cacherait une partie, justement, de la reconnaissance, mais pas tout. C'est pour ça qu'ils parlent de réduit, ils ne parlent pas de l'enlever. Hein. Et ils ont besoin d'avoir la caméra et une partie de Face ID, là, dans cette petite encoche, d'après ce qu'on voit, et garder la partie complémentaire qui pourrait être à gauche, hein, puisque dans le design, quand on voit les pièces, il y a bien quelque chose qui est à gauche de l'écran, mais pas forcément une partie vidéo. Ça peut être simplement cet illuminateur dont Face ID a besoin, puisque dans le noir, il te voit. Donc, il y a un illuminateur qui existe. Voilà. Dans le chat, Isabelle, qui a l'air assez intéressée par le sujet du Dynamic Island, demande si on pense que le Dynamic Island va se déplier, c'est-à-dire passer d'un rond. Donc, s'il n'y a plus que le trou, ce sera un rond. Et on va dire devenir un rectangle pour afficher des infos. Moi, c'est vrai que je trouve ça très pratique en plus, perso. Écoute, moi, ce que j'ai vu, encore une fois, comme ce sont des rumeurs, c'est forcément des gens qui essayent de présenter ou de reconstituer comment ça se passerait. Ça serait quand même un petit... C'est pas un rond, hein. Il y aurait une surface. La seule chose, c'est qu'elle serait probablement, je dirais, moitié ou tiers de la surface actuelle. Mais ça aurait la même forme arrondie.
forme de petit, c'est pas un ovale, mais oui, un ovale comme ce que tu vois dans un bouton Apple, hein, mais pas de très grande taille. Et comment est-ce que ça se déplierait? Bah, de la même façon qu'aujourd'hui, sauf que l'effet zoom serait un peu plus grand, c'est-à-dire si tu pars de cette petite forme, ça se déplierait vers le côté et vers le bas. C'est-à-dire que ça resterait centré. Dans certains cas, ça peut occuper toute la largeur de l'écran s'il le faut, enfin quasiment. Et ça serait avec des bords arrondis, parce que ça, c'est l'interface de l'iPhone qui le veut, et esthétiquement, je peux dire. C'est pas un problème technique, c'est purement un problème de cohérence. Donc, ça partirait de ce petit et ça irait de côté et vers le bas. Bon, Isabelle, j'espère que tu as bien visualisé. Je pourrais faire un dessin là, pour voilà, fais-nous un dessin. Voilà, une gélule. C'est ça, une gélule. Voilà. Tout à fait, mais c'est un peu ça. Et ça serait pas très grand. Hein, ils n'ont pas besoin de beaucoup de place. Hein. Ouais. Oui, mais bon, cette place-là, il y a une partie des utilisateurs d'iPhone qui contestent son utilisation pour autre chose que l'affichage de l'image en grand. Voilà. Bien sûr. Mais un jour, ça disparaîtra peut-être complètement. Mais là, je pense que même Apple, même avec leur progrès, ne peuvent pas éviter qu'il y ait quand même ce petit trou qui existe aujourd'hui sur tous les appareils. Quand tu regardes un Samsung ou autre, des fois, il arrive qu'il n'y ait qu'un trou, qu'un petit rond, mais tu le vois. Mais oui. Donc ça, pour l'instant, on n'en est pas là. Bon, et je crois qu'on va devoir attendre septembre pour être fixé, hein. En tout cas sur les changements qui interviendront peut-être cette année. C'est pas sur l'iPhone 17e qui devrait arriver au mois de mars qu'on verra ça, hein. Non. Il n'y a aucune chance, tu penses? Non, parce que ça, c'est de la techno. Donc ça sera sur un modèle haut de gamme d'abord et décliné au moins un an après, parce que sinon, les gens n'achètent pas le haut de gamme. Non, ça, c'est vraiment une techno haut de gamme. Ce sera présenté comme une innovation qui sera d'abord réservée au haut de gamme, ouais, probablement. Eh ben écoute, merci beaucoup Elie. Je crois qu'on est arrivé déjà à la fin de cet épisode 262. Voilà, épisode de début d'année, vous l'avez compris. Il faut que l'année se mette en marche véritablement. On a besoin d'une première grosse annonce d'Apple là pour nous lancer en 2026. En attendant, on est on est un peu limité aux rumeurs, contraints d'attendre qu'il se passe quelque chose de majeur. Évidemment, on sera au rendez-vous la semaine prochaine, le 27 janvier. Mais c'est même un record, hein, parce qu'on a réussi à tenir en 1 heure. Hein. Presque. Presque. Progresse, hein. Presque. C'est parce que l'actu est faible, évidemment. On fait plus long quand il se passe beaucoup de choses. On se retrouve donc mardi prochain, 27 janvier, 18h30. On sera potentiellement à la veille de la dispo de l'Apple Creator Studio, donc des logiciels créatifs d'Apple, dont Final Cut, sur abonnement. Et peut-être que c'est ce 28 janvier que Apple annoncera les nouveaux Mac, dont les MacBook Pro M5 Pro, M5 Max. C'est pas impossible. Alors, est-ce qu'on aura d'ici là une pré-annonce officielle nous disant qu'il se passera quelque chose le 28. On n'est pas à l'abri. C'est pour ça que je vous propose de rester bien à l'écoute d'iWeek sur les réseaux. Merci beaucoup à nos soutiens Patreon et à ceux qui étaient avec nous dans le chat pour ce stream en ce mardi soir. Je salue à nouveau ceux qui sont là. Didier nous a rejoint en cours de route. Salut Didier. Et Isabelle, oui, on est ponctuel, oui, on essaye d'être au rendez-vous en tout cas. Donc merci aussi à toi d'avoir été là. Grand plaisir de faire ces épisodes en votre compagnie. Je salue aussi Battant qui avait une question sur les écrans tactiles et la perspective d'un nouveau moniteur chez Apple. On va peut-être attendre qu'il se passe des choses, Ellie, pour rentrer dans les détails. On espère en tout cas que les annonces sera pas tactile, hein, mais je pense que les premiers tactiles, s'ils arrivent, ça risque d'être sur les MacBook Pro OLED, donc M6.
Ah ouais. Donc dans un an et quelques. Hein. Ben, ça serait fin 2027. 27. Ouais, Non, non. Peut-être si, fin si, 2020. si. 2027, c'est sûr. On est en 2026 là déjà. Bah oui, je sais. Ouais. Non, mais il y a des gens qui croient que les produits sortiront en fin 2026 en M6. Ils n'ont pas lancé deux générations de MacBook Pro dans la même année. Avec 6 mois d'écart, c'est pour ça que je te dis. Si. Bah, on verra. De toute façon, ils prennent du retard sur tout le temps. Ouais, moi, j'ai toujours lu 2027 hein, pour le M6. Hein. Mais pas fin 2027 alors, dans ce cas-là. Ça serait trop tard. Ok. On verra. Bon, mais allez, dans une année, quoi. T'imagines qu'on était parti des MacBook Pro M5 et qu'on avait fini par supposer que toute la gamme intégralement pouvait changer. Là, du coup, c'est pas un épisode d'une heure, on prend la soirée avec pause au milieu pour. Exactement. Ouais. On fait du stock d'énergie d'ici là. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. On vous retrouve mardi prochain, 18h30. Ce sera l'épisode 263. Passez une bonne semaine et à mardi prochain. Salut à toutes et à tous. Bye bye. À bientôt.